d'être là, les amours. Merci. Les chéris, juste avant qu'on reçoive Gauthier Lebret pour les buzz du jour, bien entendu, c'est votre rendez-vous. J'adore Gauthier Lebret qui est avec nous et qui se prépare. Là. Il est magnifique, je le vois, bravo. Très bel homme. Très bel homme, bravo. Très belle boucle. Non, mais c'est pas la peine de le montrer, les gens vont le voir. Oh là là, la barbe. Vous voyez pas qu'en plus qu'il est dans le noir, là, il est dans la pénombre. On me rappelle son dernier film. C'est quoi ? Orage dans mon slip. Oh. Jacques Cardo, juste, mon Jaco, j'étais énervé ce week-end. Ouais. Que j'aime pas quand on t'agresse. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un problème avec Jean-Michel Apathy, c'est ça? Oui, mais le plus grave, c'est ce qui s'est passé jeudi dans le métro. Qu'est-ce que vous pouvez nous raconter? Avec Jean-Michel Apathy ou le métro? Non, mais l'histoire. Dans l'ordre. Jeudi, je suis agressé dans le métro parce que je rentre dans le métro, les portes s'ouvrent et je vois tout de suite quelqu'un. Et là où c'est intéressant, c'est que ce que je vais vous raconter, ça peut arriver à n'importe qui, vous allez comprendre pourquoi, à n'importe qui d'entre nous. Il me reconnaît, mais il me reconnaît comme quelqu'un qui passe à la télé. Mais il ne me reconnaît pas comme une prise de position que j'ai pu avoir sur un fait précis. En l'occurrence, il me dit tout de suite, vous êtes journaliste, vous faites partie du lobby sioniste et vous protégez les juifs. Et la preuve, il me sort une image qui est une image qu'il a prise sur son téléphone du pins de Yael Braun-Pivet à l'Assemblée nationale. Et là, il fait référence à la polémique de la semaine dernière sur le fait qu'un député de LFI a d'abord sorti un drapeau israélien et ensuite il y a... palestinien. Et juste après, le lendemain, Politis, qui est un organe un hebdomadaire plutôt proche de la LFI, et également l'auteur d'une pétition, prétendent que Yael Braun-Pivet joue avec les règles et ne sanctionne pas de la même façon dès lors qu'il s'agit d'une manifestation qui serait côté israélien que du côté palestinien. Voilà un peu la thèse qui est défendue. Il y a 270 000 personnes qui ont déjà signé cette pétition. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Samedi, Yael Braun-Pivet, elle doit faire une intervention pour essayer de rétablir les choses face à des fake news. Donc pardon de dire qu'il s'agit bien de fake news qui sont relayées aussi par Jean-Michel Apathy vendredi soir. Et elle dit, non, moi, en fait, il y a un règlement. Le règlement, ce n'est pas la couleur du drapeau, ce n'est pas la couleur du pins. Mais le règlement, c'est est-ce qu'on interrompt les débats ou pas? Et en l'occurrence, et c'est aussi le passé du député et du groupe en question. Donc, elle avait tout lieu de sanctionner ce député de LFI. Et Jean-Michel Apathy qui dit dans son intervention de vendredi soir que Madame Braun-Pivet aurait dû être sanctionné au même titre que le député. Moi, je prétends que c'est très dangereux d'aller dans ce terrain-là. Pourquoi? Parce que lors de mon agression, l'homme qui m'agresse reprend exactement... Alors, c'était quoi l'agression? Alors, racontez-nous. L'agression, c'est... Les portes s'ouvrent, on est au Trocadéro, je rentre et le type me dit tout de suite, vous êtes un tel. Alors, il cite le nom d'un journaliste que je ne veux pas citer parce que je n'ai pas envie d'en faire une cible. C'est pas moi, donc il ne me reconnaît pas. Il dit pas Jacques Cardos, quoi, à aucun moment. Et il me dit, vous faites partie du système, vous faites partie du lobby sioniste, etc. Vous protégez d'ailleurs la preuve. Et il reprend cet argumentaire qui a été défendu par Politis et par Jean-Michel Apathy vendredi soir. Là où j'ai commis une erreur, et je le dis aujourd'hui en direct, et j'ai aucun problème pour le dire, Jean-Michel Apathy m'a appelé dimanche pour rectifier, je l'ai fait, c'est que j'ai lié directement mon agression à l'intervention de Jean-Michel Apathy. Pourquoi? Parce qu'il est intervenu 2 fois dans la semaine pour dire exactement tout et son contraire. C'est-à-dire que mardi, il dit « Braun-Pivet a raison, elle applique le règlement de l'Assemblée nationale ». Et vendredi, il dit « Elle a tort, la preuve, elle a porté un pins une fois le 10... tu comprends un peu le truc, je suis désolé, c'est un peu complexe. C'est quoi la teneur de la conversation avec Jean-Michel Apathy? Parce qu'il appelle tout le monde ici. Alors, oui, il a appelé Charlie, moi je l'ai appelé, c'est moi qui l'ai appelé. Moi je l'ai eu, il vous a dit que vous l'avez eu? Oui, il m'en a parlé. Il a dit il m'en a parlé. Oui. Il vous a dit que je l'avais eu. Oui, il m'en a parlé. Par exemple, d'entrée de jeu, il m'attaque et il me dit je serais pas à l'aise si j'étais dans une émission qui prend fait et cause pour les Zemmouriens ou les Zemmouristes, je ne sais pas comment il faut les appeler, pour le parti de Zemmour. Je dis pourquoi tu me dis ça? Attends, pourquoi tu me dis ça? Je voudrais savoir pourquoi tu me dis ça. Enfin, tu sais très bien, parce que si le Rassemblement national en est aujourd'hui à 30%, c'est grâce à Zemmour. J'ai dit, écoute, attends, alors je vais te dire un truc. Il y a quelque chose qui me revient à l'esprit très précisément, c'est qu'il y a quelques jours, il y avait le numéro 3, enfin quelques semaines, le numéro 3 de Zemmour qui était là, et qui avait un soir fait un rapprochement entre l'immigration et, t'en souviens je pense, entre l'immigration
et l'insécurité, merci, la délinquance. Et je lui ai coupé la parole 2 fois en disant non, vous ne pouvez pas dire qu'il y a une automaticité, il y a un rapprochement peut-être à faire, il y a une surreprésentation dans les chiffres, etc. Peu importe. Enfin, je raconte à Jean-Michel Apathy que il est mal tombé parce qu'en l'occurrence, c'est faux. Non, mais qu'est-ce que tu parles avec Jean-Michel Apathy? Tu vois pas qu'il est en surrégime? Parce qu'en fait, ce qu'il dit. Non, mais moi je l'ai appelé, moi. Ça n'a pas duré 10 minutes. Hein. La première, c'est qu'il me dit j'aimerais bien que tu n'en parles pas à TPMP. Ah ouais, c'est raté. La deuxième, c'est que j'aimerais bien que tu retires le lien qu'il y a entre ton agression, que je déplore, et ce que j'ai fait à l'antenne. Alors je dis, tu as raison. Je me suis emmêlé les pinceaux entre ta chronique de mardi et celle de vendredi, donc dont acte, je l'ai fait, je l'ai écrit, je l'ai redit, il n'y a pas de problème. Voilà. En revanche, il reprend in extenso exactement les termes qui ont été développés par Politis et par d'autres dans la journée de mercredi et qui sont repris par mon agresseur. Donc je considère que c'est quand même un gros risque. Et au cours de la conversation téléphonique, écoute, on échange sur le Proche-Orient. Moi, la phrase qui m'a le plus choqué, franchement, je le dis parce que je trouve que voilà, il me dit, écoute, moi j'ai fait cette chronique parce que je considère que les musulmans et les arabes sont trop mal considérés en France. Je dis, écoute, moi, ma conception du journalisme, c'est que je ne le fais pas en fonction d'un calcul et en fonction des uns et des autres. Je ne me positionne pas journalistiquement en fonction de ce que je crois devoir faire auprès de la société. Moi, je ne suis pas un homme politique. Enfin, je veux dire, voilà. Donc, la discussion, elle tournait autour de ça. Voilà. Elle n'est pas l'air ouf, la C'est un peu facile de t'accuser de dire que tu travailles sur la chaîne zémourienne ou zémourien. Lui, quand il était sur RTL tous les matins, il était avec Zemmour pendant des années. Non, mais il n'y a rien à voir, mais il dit n'importe quoi. Zemmour, ça fait 15 ans qu'on l'a pas reçu. Bien sûr qu'il dit n'importe quoi, mais lui, tous les matins, il dit qu'il fait grimper Zemmour. Lui, il a aussi fait grimper Zemmour tous les matins sur RTL avec lui. C'est la même chose. On traite de l'actualité de manière beaucoup plus impartiale que Jean-Michel Apathy et ses amis, sachez-le. Et ici, on l'a toujours dit, nous, on n'est pas ni pour un camp ni pour l'autre. On le redit encore une fois, je vous le dis. Ici, voilà, toutes les opinions sont les bienvenues. Il y a des avis pluriels et nous, on ne demande qu'une chose, et je le redis encore ce soir, on veut un État israélien qui soit en sécurité et un État palestinien qui soit en sécurité également. C'est tout ce qu'on demande. C'est ce qu'on demande tous ici. Et voilà, et on est d'accord là-dessus. Après que Jean-Michel Apathy mette de l'huile sur le feu, moi je vais vous dire, je l'ai appelé moi Jean-Michel Apathy. Je ne discute pas avec des gens qui sont... C'est trop bas, on croit qu'il a un haut niveau, mais j'ai parlé avec lui, j'avais l'impression que c'était Federer qui jouait avec une seconde série, un 15-4. J'ai duré 5 minutes, je lui ai dit écoute-moi bien, tu comprends pas ce que je te dis, il est bas de plafond, Jean-Michel Apathy, il a jamais voulu Vous savez, reconnaître... c'est pas parce qu'on a l'air un petit peu âgé, et ça n'a rien à voir, hein, je n'ai rien contre les personnes âgées, et peut-être avec une tête de quelqu'un qui paraît intelligent qu'on l'est. Vous savez, il y a souvent des mecs qui ont des têtes d'intelligents, on pense qu'ils sont intelligents, mais qui sont malheureusement des imbéciles. Voilà, et donc je vous le dis, et lui, le pauvre, malheureusement, je me suis rendu compte en parlant avec lui 3 minutes que ça volait pas très haut, qu'il comprenait rien. J'ai dit, écoute, laisse tomber, et puis après il m'a dit oui. Voilà. Après. La réalité, c'est que samedi, vous a dit quoi sur la présidente de l'Assemblée nationale, elle est obligée quand même de faire un rectificatif. C'est 4 minutes d'une vidéo, on l'a, dans laquelle elle dit mais non, mais c'est pas du tout. Elle explique. Elle dit c'est pas du tout ça la règle. Arrêtez, calmez-vous. Et le problème, c'est que mon agresseur, lui, il croit à ce qu'on lui dit. Ouais, bon, voilà. Et il m'a reconnu en tant que personne de la télé. Il a été violent, t'as eu peur? Oui, j'ai eu peur parce qu'à un moment donné, j'ai voulu m'échapper, si tu veux. Tout au début, voilà, les gens s'écartent un petit peu, ils se poussent, ils sentent que ça va tourner vinaigre. Il parlait fort et tout ça, il était agité. Ouais, non, il était très calme. Okay. J'ai senti qu'il était sous médicaments. Je pense qu'il n'était pas dans son état normal. Voilà, et il était absolument persuadé de son discours. Il voulait absolument que je reconnaisse que voilà, qu'il y a 2 poids 2 mesures à l'Assemblée nationale. Ça vous a choqué ou pas? Pardon? Ça vous a choqué? Ah oui, j'ai été choqué. Ah vraiment? Oui, j'ai été choqué. Ma femme me dit ce week-end, mais tu prends plus le métro, quoi. C'est fini, quoi. Ouais. Mais il y a eu un. Non, il y a eu un moment où il m'a. J'ai voulu m'asseoir sur, vous savez, dans le métro, il y a des banquettes. Je connais le métro. Hein. Non, mais je plaisante. C'était pour détendre un tout petit peu l'atmosphère. Il y a des banquettes l'une contre l'autre. Et en fait, il était collé à cette banquette-là. Il était debout comme ça. Et il me montre la photo comme ça. Et donc, moi, étant assis, j'ai la photo ici. Et je peux pas. Je me dis, si je pars en courant, il va me poursuivre. Donc, je me dis, faut pas que tu aies un comportement agressif. Donc, j'essayais d'argumenter avec lui. Mais honnêtement, toi qui as fait de la danse, t'as pas pensé à lui faire un passo double? Non, mais c'est vrai. Je revenais de mon cours de danse. Mais en vrai, voilà. Et je vais vous dire, moi, ce que j'aime pas, c'est les mecs qui disent n'importe quoi. Sachez-le. Et ici, vraiment, je vous dis, on essaie de vraiment d'être les plus justes possibles. Nous, les seules personnes qu'on n'aime pas, enfin, qu'on dénonce dans cette émission, ce sont les personnes. Nous, ici,
et je le dis, on est une émission, et je le pense profondément, on aime la France. On aime la France. Moi, quand je vois la France, et quand je vois parfois l'état de la France, et je me dis, c'est ce pays qui m'a tant donné et qui a tellement aidé mes parents, et bon, si j'en suis là, c'est grâce à mes parents qui ont été accueillis, ils venaient de Tunisie, et je peux vous dire que mon père, quand il est arrivé de Tunisie et ma mère, il pensait qu'à une chose, c'était faire du bien à la France. Voilà, il disait, nous, la France nous a accueillis, la France nous a permis de faire des études, la France nous a permis de vivre et de grimper les échelons. Et je peux vous dire, mes parents, ils disaient qu'une seule chose, il faut aider les Français, il faut que les Français soient fiers de nous. Parce qu'au départ, moi, mes parents, ils ne se sentaient pas français. Voilà, ils se disaient, nous, on arrive. Et je vous dis, et donc ils disaient, il faut que les Français soient fiers de nous, il faut qu'on montre qu'on ait une chance pour les Français, que la France, la chance qu'ils nous ont donnée, on va leur rendre. Et aujourd'hui, je vais vous dire, moi, quand je vois, ça n'a rien à voir avec l'immigration, avec du racisme, avec de l'antisémitisme, on n'est pas là-dedans. Nous, ce qu'on ne veut pas, on n'aime pas les gens. C'est pour ça qu'on s'attaque à la LFI. La LFI, pourquoi souvent, moi j'étais le premier à défendre la LFI ici, quand ils étaient dans un discours où, au contraire, ils prenaient la paix, ils étaient pour les... Moi j'aimais la LFI quand ils disaient, que les personnes les plus en difficulté, on a envie de les aider, et je comprenais tout à fait le discours. Aujourd'hui, la LFI est dans un discours de violence, et surtout, je n'aime pas les gens qui salissent la France, qui sont là que pour faire le chaos dans le pays. Et je suis pour les personnes qui aiment le pays, qui aiment la France. Moi, quand je vois un footballeur ne pas chanter la Marseillaise, je suis désolé, ça me rend fou. Voilà, je suis désolé, parce qu'on doit être fier d'être français, fier de notre pays. Et je peux vous dire que la France est quand même encore un pays exceptionnel, et qu'aujourd'hui, quand je vois la France autant déclinée, sachez-le, ça me fait mal. Voilà, ça doit être pareil pour vous. Et donc nous, on n'est pas, on veut juste des gens qui aiment la France, et on n'aime pas les fouteurs de merde. Voilà, c'est tout. Les mecs qui foutent la merde. Les mecs qui sont contre la France, les mecs qui essaient de salir la France, les mecs qui ne sont pas heureux d'être ici et qui critiquent la France, et qui, ça, c'est insupportable pour nous. Et je pense que c'est pareil pour vous. Voilà, nous, il n'y a pas de question je vous dis, de tel parti politique ou tel parti politique. Nous, on aimerait juste, que la France aille dans le bon sens, et que tout le monde aide la France, au lieu qu'il y ait des mecs qui mettent des bâtons dans les roues et qui essaient de prendre le pouvoir par le chaos. C'est tout. Voilà, monsieur. Donc, il faut arrêter. Et aujourd'hui, je vous dis, il y a plein de gens qui dès qu'il y a un petit truc même qui ne nous concerne pas, essaient de mettre de l'huile sur le feu, de servir de telle ou telle chose. C'est devenu insupportable. Voilà. Donc Jacques Cardoz, en tout cas, et je pense, et Jean-Michel Apathy, pour moi, fait partie de ces gens qui sont dans l'ancienne France, je vous le dis, et qui sont vraiment, qui ne sont pas dans la France d'aujourd'hui, qui ne comprennent pas les Français, qui n'écoutent pas les Français. Tu sais ce qu'il m'a répondu, Jean-Michel Apathy ? Il m'a dit, ouais, toi, tu connais les Français dans ta belle voiture. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il raconte ? Et c'est là que j'ai vu que c'était rien. J'ai dit, que je vais parler avec un mec comme ça. J'ai dit, écoute, allez, vas-y. Ah, puis vous avez dû être aimable, comme d'habitude. Bah oui, non, mais c'est normal. Il m'insulte tout le temps. Bah oui. Il est obsédé par TPMP. Non, mais il est obsédé par moi, par TPMP. Ouais. Donc voilà, il est obsédé par TPMP. Jean-Michel, c'est pas parce qu'on est devant toi, ne sois pas énervé. Voilà, on s'en fout de ça. Je lui ai dit, il parlait des audiences. J'ai dû lui expliquer les audiences, la télévision. Il m'a dit, je m'en fous de ça, tout ça. Donc il faisait le beau au téléphone. Au bout d'un moment, il a fait le beau une fois, deux fois, trois fois. Je lui ai dit, écoute, voilà, tu as un certain âge. Je vais pas, mais calme-toi quand même, parce que il parle mal. Lui, il appelle, tu l'appelles. En plus, c'est lui qui te parle mal. Il se prend pour Superman. J'ai dit, écoute, un jour, on va se croiser, et voilà, ça va mal se passer, donc calme-toi. Même, je ne vais pas le taper, il a 70 ans. Voilà, je ne vais pas lever la main on tape personne, voilà. Et je lui ai dit, mais il est insupportable. C'est insupportable, cette discussion que j'ai eue. Il me dit, oui, avec tes belles voitures, est-ce que tu es proche des Français ? Je dis, mais qu'est-ce que tu racontes ? Quel rapport ? Je dis, mais c'est rien. Jean-Michel Apathy, il a fait toutes les chaînes, il s'est fait virer de partout. Il a fait toutes les émissions, il s'est fait virer de partout parce qu'il est insupportable, sachez-le. Et toutes les rédactions m'ont dit, à chaque fois qu'il vient quelque part, c'est insupportable de travailler avec lui. Il a une tête comme ça, il faut qu'il redescende un peu, qu'il se dégonfle un peu. Il va profiter de cet été-là pour aller faire une cure à Royan avec Daniel Moreau. Ça va le calmer. Ça va le calmer. Et il déteste un truc, c'est quand je dis qu'il est venu ici me lécher les glaouis. Donc je le redis, t'es bien venu ici me lécher les glaouis. Voilà. Donc écoute-moi bien. Et je lui ai redit au téléphone, je lui ai dit, c'est pas parce que t'es un lécheur de glaouis, tu m'as léché les glaouis, c'est pas pour ça que tu dois monter sur tes grands chevaux. Voilà, Vous l'avez dit au téléphone, hein ?
Vous lui avez dit C'est comme sûr que ça? je lui dis. Bah, il lui dit là. Ah oui, je le redis. Vous Non, croyez, mais il a répondu vous quoi croyez à vraiment ça? que j'ai peur de Jean-Michel Apathy? Non, du tout. Mais On en a à ça, reparlé hier. Ah, qu'est-ce qu'il vous a dit? On a reparlé hier. Vous a dit? Ah, non, mais enfin, tu comprends, c'est quand même. Il y a des façons de parler. Enfin, me dire que je lèche les glaouis. Il a bien limité. Manque l'accent, mais c'est ça. Écoutez, il m'a léché les glaouis, on va pas en faire tout un drame. Non, mais c'est vrai. Voilà, il m'a léché les glaouis. Gauthier Lebray est avec nous, applaudissements. Ah oui. Merci Gauthier Lebray d'être avec nous. Je ne complimenterai pas ce soir. Je ne ferai pas de compliments sur vous ce soir. Pourquoi vous avez peur que je dise que vous m'avez léché les glaouis? Il y a le championnat de glaoui là. Il m'a léché les glaouis. Il m'a dit, qu'est-ce que t'en penses, toi, Jean-Michel Apathy, toi qui as toujours la bonne analyse, Ah là là. qui est mon petit chouchou. là. Un avis très précis sur Jean-Michel Apathy. Il n'est pas un peu aigri? Ça, je ne le connais pas personnellement. J'ai un avis sur, effectivement, allez, disons son aigreur contre cette émission ou contre CNews qu'il cible souvent, parce qu'il y a souvent des échanges. On t'entend pas. Merci. Il y a un micro à mettre, il n'y arrive pas. Bravo les gars. Merci. Alors, C'est vraiment terminé chanteur de variété. ouais, merci. Vas-y, on dirait le fils de Michel Sardou, sans déconner. Sans déconner, c'est rien. On dirait Kevin Sardou. Bah, allez, alors. Je pense que ce qui rend vraiment fou Jean-Michel Apathy, c'est de ne plus avoir la maîtrise du récit. Ouais. C'est-à-dire qu'avant, il pouvait nous expliquer qu'au lycée Maurice Ravel, le proviseur, et d'ailleurs il l'a fait, qui a dû quitter le lycée Maurice Ravel parce qu'il était menacé par des islamistes, puisqu'il avait demandé à une jeune femme de respecter la loi, c'est-à-dire d'enlever son voile quand elle rentrait dans le lycée. Il nous a expliqué que l'État avait fait son travail, que tout s'était formidablement passé, que Nicole Belloubet était allée sur place. Résultat des courses, un mois plus tard, le proviseur est obligé de quitter son poste. Donc c'est bien que l'État n'a pas fait son travail, parce que si l'État avait fait son travail, il serait sous protection policière et on ne reculerait pas face à la menace Ça marche des toujours mal, hein, le islamistes. micro, même avec truc. Donc les mecs, est-ce qu'on peut avoir un micro dans cette émission, s'il vous plaît, qui c'est marche? intéressant, ça. Merci. Au lieu de voilà, ils sont partis là, ils sont tous en train de regarder je sais pas quoi. Donc vas-y. Alors lève le micro de Bernard Montiel, il sert à rien. Perdu. Les mecs, oh, rentrez, mettez-lui le micro en direct. Donnez-moi vos C'est bon. chaussures. Voilà. Allez, tiens, Pas tu me fais la possible. peine. Non. Non, mais je vais pas me baisser. Il va pas te baisser. Oh. Si. Et un peu plus bas, il y a... Oh, ouais. Tu veux pas qu'il te lâche les glaouis aussi? Non, mais t'es un fou. Bah, c'est pas la mode, Allez, visiblement. oh, mettez-lui un micro. Là. Mettez-lui la un mode, micro. visiblement. Merci. Vous savez qu'on est en direct, on fait une émission, hein, les gars. Allez. Merci, ma chérie. Merci. Mettez-lui. Ça marchait pas, ça? Voilà. Allô, ici la France. Merci, tiens, c'est bon. Qu'est-ce que tu penses, toi, Jean-Michel Apathy, là, toi? Ben, avant, je l'aimais bien et je trouve qu'il a mal viré. Moi, je l'ai connu avant quand il était à Canal, on s'entendait bien. Et je trouve que effectivement, il est un peu en perdition. Ouais. Il est un peu aigri. Il cherche en fait des oppositions tout le temps. Il est dans le conflit permanent. Et je trouve que c'était un bon journaliste qui a perdu, qui a perdu ses repères. Merci. Allez, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. Alors, Oui. dis-moi, donc, qu'est-ce que tu disais? Donc sur Jean-Michel Apathy, je pense que, mais c'est pas le seul, il y a un autre journaliste dans C'est à vous, c'est pareil. Je pense que vraiment, ils sont énervés de ne plus avoir la maîtrise du récit. Donc Jean-Michel Apathy, je reprends l'exemple si on l'a pas entendu, lycée Maurice Ravel, le proviseur est exfiltré parce qu'il est menacé par les islamistes puisqu'il a demandé à une élève de respecter la loi, c'est-à-dire de retirer son voile. Nicole Belloubet va sur place. Jean-Michel Apathy nous explique que l'État était parfaitement à la hauteur, alors que ce proviseur, en plus j'ai eu des échos par Amin El Khatmi qui l'a rencontré puisqu'il a été décoré par Valérie Pécresse. Ce proviseur, évidemment, il est très impacté moralement, vous imaginez. Et l'État aurait été à la hauteur si il avait été protégé et s'il avait pu rester à son poste. Et donc, nous, on explique ça sur CNews, sans doute aussi ici, et lui, il a un autre récit. Autre exemple, sur Crépol, par exemple, un autre journaliste nous expliquait que c'était une rixe, deux bandes rivales qui se sont affrontées. Non, c'est pas ça ce qui s'est passé. D'un côté, il y avait des couteaux, et de l'autre, il y avait des rugbyman, et le mort, il est du côté des rugbyman. Donc je pense que vraiment, ce qui énerve, c'est ces journalistes qui avaient la carte et qui avaient l'hégémonie dans les médias. C'est-à-dire qu'on n'entendait que leur récit, etc. Ouais. C'est que nous, on vient perturber leur petite mécanique bien huilée et leur petit récit bien organisé. Ce que j'ai dit à un pote ce week-end. Je lui ai dit, il est léger, Mounir. Voilà. Il y a aussi, je pense aussi que
les journalistes qui ont évolué sans Twitter. Et là, maintenant, lui, il est totalement mais addict à Twitter et il tweet de manière compulsive sur tous les faits divers, sur tout ce qui se passe. Il répond à tout le monde et tout ça. Je pense qu'il y a un truc qui n'est pas dans la réflexion et dans le temps long. J'ai même pas envie de le charrier, il me fait de la nope. Alors, allez, on va passer au buzz du jour. C'est pour là que vous êtes là. Merci. C'est pour ça que vous êtes là. Merci en tout cas à vous de venir. Je vous en prie. Vous êtes payé maintenant? Oui, c'est possible. Vous n'étiez pas payé là. Mais c'était rétroactif, vous inquiétez pas. Ah, d'accord. Oh, bah si, justement, ça m'inquiète. Ça m'inquiète, si. Alors, dites-nous tout. Alors, premier buzz du jour. On a un petit sommaire maintenant. Bien sûr, c'est moi qui ai fait ça. Oui, vous m'avez dit. C'est très, très joliment fait. Et ça devient gris quand on a parlé d'un sujet. Oui, je sais, c'est parce qu'on en a déjà parlé. C'est bien produit. C'est comme ton slip, il devient gris quand tu l'as trop utilisé. Allez, merci. Ça fait 2 fois que vous parlez de mon slip. Oui, la 3e fois, je t'en offre un. Allez, vas-y. Merci. Alors, premier buzz du jour, Louis Boyard. Qui a écrit Boyard. Écoute, t'as bien choisi. Une lettre à la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, pour lui demander, puisqu'il y a des contrats qui lient Bouygues à l'Assemblée nationale, aux députés, de rompre tous les contrats qui lient l'Assemblée nationale à Bouygues. En raison c'est le sommaire de l'interview je suis obligé de produire l'émission en direct. De Benyamin Netanyahou sur TF1 et LCI par Darius Rochebin. Donc, après avoir appelé au boycott de la chaîne, après avoir appelé les salariés de la chaîne à couper quelque part les câbles de TF1 pour que l'interview ne soit pas diffusée, après avoir fait un rassemblement devant quasiment les locaux de TF1 avec notamment Rima Hassan qui a été appelée par le JDD ce week-end Lady Gaza, qui a fait, à mon avis, le meilleur titre de cette année, donc ça va plus loin. Louis Boyard demande à interrompre tous les contrats qui lient Bouygues à l'Assemblée nationale. Et il n'y a toujours pas de réaction de Bouygues. Alors il y a Thierry Tullier qui a fait une réaction aujourd'hui sur France Info. Voilà, en expliquant qu'ils assumaient le choix d'avoir interviewé le Premier ministre israélien. Alors juste, il y a quelqu'un qui met sur Twitter l'article 3 que vous faites une erreur sur le règlement de l'Assemblée. Ils disent que l'article 3, la tenue vestimentaire adoptée par les députés dans l'hémicycle doit rester neutre et s'apparenter à sa tenue de ville. Elle ne saurait être le prétexte à la manifestation de l'expression d'une quelconque opinion et aussi notamment prohiber le port de tout signe religieux ostensible, d'un uniforme, de logos ou messages commerciaux ou de slogans de nature politique. Sauf dans le cadre d'un hommage. Voilà. Et elle a porté très bien. C'est bien que vous le lendemain. Elle a porté le pins au lendemain ou au surlendemain des attentats et elle l'explique. Elle ne l'a porté mais c'est important que vous fassiez... Jacques a raison, il y a 2 exceptions, l'hommage et quand vous recevez un chef d'État ou un chef de parlement étranger, comme ça a été le cas pour Luc. Juste sur Louis Boyard, est-ce que vous êtes d'accord? Qui est d'accord avec lui? Oui, non. Gilles Verdez, oui, vous êtes d'accord avec lui? Vous pouvez être d'accord avec Louis Boyard. Moi, je suis d'accord avec Louis Boyard. Ah, d'accord. Donc, alors, oui, êtes-vous choqué? Non, d'accord. Je suis pas d'accord avec Louis Boyard. J'étais contre l'interview de M. Netanyahou, je pense que ce n'était pas le bon moment, et qu'il y ait des suites et que Louis Boyard fasse encore une fois de la politique parce que c'en est et demande le boycott du groupe Bouygues et un changement d'abonnement téléphonique à l'Assemblée, ça ne me choque pas. Je veux dire, il y a quelqu'un qui me dit la lettre de Louis Boyard prouve que la presse n'aurait aucune liberté si elle était au pouvoir. Exactement. C'est exactement ça. Et lui, il a tout. Il est pour les sanctions économiques maintenant. Vous voulez, mais je vous donne mon opinion. Le GDS, le guignol de service. J'espère surtout que personne à la LFI est abonné à Bouygues. Bien sûr, c'est vrai. J'espère qu'ils vont mettre aussi un scotch sur leur télécommande pour jamais regarder TF1. J'appelle aussi au boycott de tous les annonceurs qui font éventuellement de la pub sur TF1, parce qu'à ce moment-là, dans leur logique... Moi, je vais vous dire un truc. TF1, qu'on le veuille ou non, ils en font beaucoup. Journalistes. Bravo à eux. C'est comme quand c'est... Voilà. Et tout le monde l'aurait fait. Je vous le dis. Et demain, s'ils ont un mec du Hamas qui peut m'interviewer, moi, je leur dis, allez-y, interviewez-le. Parce qu'on a envie de savoir ce qu'ils ont... Oui, mais j'ai envie de savoir ce qu'ils ont... En plus, c'est pas la même chose. En plus, c'est pas la même chose. T'as raison. C'est un terroriste et un premier ministre, chef de gouvernement d'une démocratie. Si demain, t'as pas envie de savoir ce qu'il a dans la tête, le gars, je me poserais plus de questions sur interviewer un terroriste que sur interviewer un Premier ministre. Ça n'a rien à voir. Il interviewe le Premier ministre d'un État démocratique. Ça n'a rien à voir. Là, à la limite, tu me dis, voilà, il a raison, tu vois, en le disant... Tu dis demain, ils ont un mec du Hamas qui peuvent interviewer. Là, tu te poses la question. Là, tu te dis, est-ce qu'un mec du Hamas, est-ce que vous dites, ils doivent l'interviewer ou pas? Bien sûr, bien sûr. Vous pensez oui? C'est l'actualité, bien sûr. Non, mais c'est une actualité. Non, mais même interviewer n'est pas cautionner, c'est poser des questions, avoir des réponses, des éléments de réponse. Qu'est-ce que tu aurais fait, toi, Gauthier? Franchement, je ne trancherai pas la question là tout de suite. Je me serais posé la question et j'aurais demandé en rédaction. Là, dans ce cas-là, tu te poses la question en tant que journaliste. Oui. Et un mec, c'est le Premier ministre d'un État démocratique, je suis désolé. En plus, en ce moment. Ah non, mais Benyamin Netanyahou, je ne me posais pas la question. Non, mais en plus, en ce moment, tu as envie de savoir ce qu'il veut faire, si on va vers la paix, si on va pas vers la paix, je comprends pas. On l'aurait. Gilles Verdez, est-ce que vous dites ça? On a envie de savoir si on va vers la paix, si on va pas vers la paix, ce qu'il va faire, ce qu'il va pas faire. Moi, je vous l'ai dit, pour moi, c'était pas le moment. Bien sûr, c'est le moment, parce qu'il y a 2 jours après, il y a eu le cessez-le-feu. Il y a une demande de cessez-le-feu. J'entends ce que vous dites, mais je vous donne mon opinion.
opinion, c'est pas le moment. Mais il n'est pas journaliste. Excusez-moi, enquête exclusive, quand ils font les terroristes, là, tous les dimanches qu'ils interviewent les terroristes, les terroristes, etc., c'est quoi? C'est l'apologie du terrorisme? Excusez-moi, c'est juste un prétexte pour dégueuler sur TF1, pour dégueuler sur les médias et alimenter des vieilles théories antisémites. Quant à Louis Boyard, qui prétend faire de la politique, il en est rendu à faire des buzz d'influenceurs bas de gamme, à dire il faut boycotter telle façon. Non, mais il est sur un camion en train de faire des pizzas, arrêtez. Mais réfléchissons à sa question. Qu'est-ce qui va faire avancer le conflit israélo-palestinien dans le fait que Martine, qui bosse à l'Assemblée, résilie son abonnement Bouygues Télécom? Rien du tout. C'est un symbole. Mais non, mais je vais te dire, on a envie de savoir où on est la paix, où on n'est pas la paix. Tiens, je voudrais qu'on voit les images du McDonald's attaqué. Le McDonald's attaqué. Est-ce que vous avez les images du McDo, du fast-food attaqué? Mettez-les, c'est ce que je voudrais qu'on parle de ça, ce que vous en pensez. On va voir, je veux savoir ce que va dire Gilles Verdez. Ça, je suis désolé. Il y a des gens qui mangent tranquillement, arrêtez. C'est quoi ça? Je suis désolé. Il y a des familles dans les fast-food comme ça. Je suis désolé. Gilles Verdez, qu'est-ce que vous en pensez? Mais d'où l'importance de la parole publique, Cyril, parce que la parole publique, elle a un impact et on le voit. Bien sûr. Les gamins descendent dans la rue. Voilà. C'est à cause de la parole de la fille, c'est à cause de Louis Boyard qu'il y a des trucs comme ça. Et il y a une petite musique, pardon, avec une petite musique qu'on entend là, notamment, qui est entre les lignes et qu'on comprend tout à fait parce qu'ils sont extrêmement malins, de dire que les médias, ils appartiennent aux sionistes et que les sionistes, c'est les méchants, etc. Et donc, c'est ce qu'on entend aussi à travers ça. Qu'est-ce que vous pensez, Gilles Verdez, de ça, là? Je suis contre la violence, vous le savez bien, donc je ne cautionne pas ça. Mais après, ce que je dis, c'est que les gens qui soutiennent le peuple palestinien, n'ayant pas la possibilité de l'exprimer pacifiquement, de le dire, bien sûr que si. on sont parfois réduits à ça. Et je condamne ça, voilà. Mais il y a des manifestations. Non, je trouve qu'il y a deux poids, deux mesures. Moi, je trouve que les gens, voilà, je vous le dis, c'est pour ça que j'étais contre l'intervention. Alors, expliquez-nous. C'est important qu'il nous explique. Moi, je trouve que quand on dit je dénonce ce qui se passe à Gaza, je soutiens le peuple palestinien, bien évidemment, tout en condamnant le mouvement terroriste Hamas et ce qu'il a fait. Mais c'est très bien perçu. C'est très bien perçu. Voilà. Je suis désolé, c'est très bien perçu. Alors vous dites non, vous? Non, je dis que c'est pas bien perçu. On dit tout ça. C'est très bien perçu. Voilà. Je trouve que le soutien à la Palestine est souvent réduit à un antagonisme antisioniste, antisémite, etc. Et à force de cristalliser les... Non, mais je vous donne mon opinion. À force de cristalliser les haines, alors, je trouve qu'on en est réduit à ça. Gauthier te répond. Oui, mais justement, Gilles, à cause de qui il y a cette ambiguïté? Exactement. À cause de la France insoumise, qui le 7 octobre, n'a pas été capable de dire que le Hamas était une organisation terroriste, à cause de Rima Hassan qui a dit que le Hamas avait mené une action légitime, interview du Crillon après le 7 octobre. Et on peut égrener comme ça toute la liste. C'est eux qui ont créé cette ambiguïté. C'est la responsabilité politique de la France insoumise. Et quand on s'en prend à des chaînes de fast-food, ça, ils écoutent la France. Mais bien sûr que si. C'est bon, taisez-vous, vous êtes disqualifiés une fois de plus. Bien sûr qu'ils écoutent la France insoumise. Ils sont super fusion, il a raison de la France insoumise. Mais quel gugus. On va se retrouver dans un instant. C'est avoir des œillères, mais immenses. On va se retrouver dans un instant. J'aimerais qu'on voit le sondage juste dans un instant, les chéris. Et puis après, voilà, oui, êtes-vous choqués? Oui, à 77% comme d'habitude. Dès que Gilles Verdez, mais non, on sait qu'on va. Je suis allé à Marseille ce week-end, on m'a dit deux choses à Marseille. Vous me les direz dans un instant. Dans un instant, on va parler de cette athlète, s'il vous plaît. Merci. Voilà, cette athlète olympique. Et puis on va parler, voilà, France 2. C'est vrai que voilà, c'est vos trois sujets du jour. Vous restez avec nous. Avec plaisir. Merci. À tout de suite. Merci d'être avec nous, il est 20h22, on est en direct. Merci Gauthier Lebret pour les buzz du jour. Alors, mon Gauthier, on va passer au deuxième buzz juste avant, vous vouliez nous parler de quelque chose? Il y a une déclaration pour rester sur la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon qui a 24 heures. Il s'exprime sur son blog et il écrit que les actes antisémites qui ont augmenté de 300%, 366 depuis le début de l'année, c'est résiduel. Il dit que c'est résiduel, il n'y croit pas. C'est les chiffres officiels du ministère de l'Intérieur. Il aurait pu dire que c'était un point de détail, comme ça il aurait terminé de ressembler directement à Jean-Marie Le Pen. Vous en pensez quoi, Gilles Verdez, par exemple, de cela? Parce que je suis obligé de répondre à vos questions maintenant? Oui. Je vous la pose moi, alors. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Voilà, Cyril, je vais vous répondre, justement. Bon, évidemment, j'aurais pas utilisé ce mot-là, encore une fois. Tant mieux. Je réponds à Cyril Hanouna. Je vous en prie. C'est pareil, c'est la même personne. D'accord. Bien. Monsieur Chouchou, encore une fois, Jean-Luc Mélenchon fait de la politique.
N'oublions pas, c'est dramatique la hausse des actes Jean-Marie Le Pen en faisait aussi de la politique. N'oubliez pas, c'est dramatique. De dire ça, c'est n'importe quoi. Il faut arrêter avec cet argument. On ne peut pas être vent debout sur le détail. Donc en fait, je préfère me taire parce que dès que je parle, vous m'empêchez. C'est vrai, laissez-le parler. Donc ce que je vous dis, c'est que je n'aurais pas employé ces termes. La hausse des actes antisémites est dramatique, je la condamne. La hausse des actes racistes et anti-musulmans est également spectaculaire. J'ai regardé les chiffres. Oui, le racisme se redéveloppe en France sur tous les fronts. Donc soyons tous vigilants. Non au racisme, non à l'antisémitisme. C'est un délit. Je vais te dire, moi, ce qui me dérange. Responsables. Je vais te dire ce qui me dérange, c'est que maintenant, les personnes qui défendent la Palestine, ils sont estampillés la France insoumise. Il y en a plein qui défendent la Palestine, qui ne sont pas de la France insoumise et qui s'en foutent de la France insoumise. Est-ce que je peux poser une question ? N'oublions pas qu'en Israël, il y a d'énormes manifestations avec des dizaines de milliers de personnes qui descendent pour avoir du temps. Non, mais je te dis, donc la France insoumise, en fait, et parce que la France insoumise, en fait, il y a plein de gens qui disent nous on n'en a rien à foutre de la France insoumise ou pas. Elle s'accapare. Mais en fait, à cause de exactement. Est-ce que je peux poser une deuxième question à Gilles Verdez ? Bien sûr, une deuxième question. Parce que je trouve votre réaction assez molle pour tout vous dire sur les propos. Comme son slip. Vous dites qu'il fait de la politique. J'ai dit que j'aurais pas utilisé ces termes. Est-ce que si Marine Le Pen, attendez, laissez-moi terminer. Je suis pas là pour répondre à vos questions pendant 2 heures. Alors très bien. Si Marine Le Pen avait dit ça. Alors si Marine Le Pen sur les actes je vais vous répondre, Cyril. Sur les actes anti-musulmans que vous venez de citer. Avait dit que c'était résiduel. Si Marine Le Pen, sur la hausse des actes anti-musulmans que vous venez de rappeler, avait écrit sur un blog que c'était résiduel, est-ce que vous répondriez c'est de la politique ? J'aurais dit ça, elle fait de la politique, vous ça seriez ne va très pas, choqué. Et j'aurais dénoncé la hausse des actes antisémites. Vous seriez beaucoup plus dur que sur Mélenchon et l'antisémitisme. Gauthier Lebray, contrairement à vous, je n'ai pas d'indignation à géométrie variable. C'est vous qui avez inventé le concept. C'est vous qui avez inventé le concept. C'est vous qui avez inventé le concept, il a dit. Il est marrant. Moi, Gilles, j'ai une question pour toi. Non, mais c'est bon, Gilles Verdez, c'est pas Gilles Verdez, c'est pas l'invité de l'émission, les mecs. Non, mais qu'est-ce que tu dénonces les deux sur le même plan. Non, pas du tout, avec la même vigueur. Ouais, c'est vrai que vous criez plus. Parce que non mais l'autre, sur Mélenchon, vous êtes toujours un peu vérifier ma vigueur. Ouais, c'est bon, mais c'est qui ce gars? C'est mon ami. Gauthier Lebray, enchanté. Alors allez, on va parler de la deuxième buzz du jour. Alors deuxième buzz du jour, c'est donc sur les JO qui se profilent. Là je te surveille, Lebray. Là je te surveille. Je t'explique. Le seul qui a été surveillé, c'est toi. Parce que Gauthier Lebray. Vous me menacez? Gauthier Lebray, c'est le chouchou des chouchous. D'accord. C'est une menace, Gilles Verdez? Bon, Cyril, j'attends si je... Non, mais il fait ce qu'il veut. Menace, Gilles Verdez? Il attend la faute. Il fait ce qu'il veut ici. Ah, il fait ce qu'il veut? Ouais, c'est le taulier, vraiment. Il faut chier sur ton Ça a pupitre. bien changé ici. C'est le taulier. Oui, c'est le taulier. Allez. Préparez-vous à la saison prochaine. Exactement, merci Gauthier. Donc, il y a un conflit. Il y a un prépubère qui vient nous donner des leçons maintenant. Guillaume, il va exploser. Allez, vas-y mon Gauthier, t'inquiète. Oui, mieux vaut être un prépubère qu'un vieux con. Allez, vas-y, D'accord, bravo. Ne me quitte jamais. Jamais. Allez. Allez, petit gars, vas-y. C'est bon, là, c'est bon. Allez, petit gars. Allez, c'est bon, allez. L'EHPAD le plus proche n'est pas loin. Alors, donc il y a un conflit entre les autorités olympiques et le ministère des Sports d'Amélie Oudéa-Castéra et même le gouvernement français et le Conseil d'État français. Puisqu'il y a une athlète qui s'appelle Soumkamba Sylla qui va donc concourir aux Jeux Olympiques et qui va donc être dans l'équipe de France. Or, jusqu'ici, quand elle était à son titre et pas au titre de l'équipe de France, elle avait soit un turban, soit un hijab. Ce que permet totalement le comité olympique ainsi que le Haut Commissariat aux droits de l'homme. Parce que le comité olympique juge que le voile ou le hijab et le turban, c'est plus culturel que cultuel. Et là, ça s'entrechoque avec le Conseil d'État français, puisqu'il y a une jurisprudence sur les hijabeuses qui étaient allées devant le Conseil d'État pour pouvoir jouer avec un hijab au foot. Et le rapporteur du Conseil d'État avait dans un premier temps donné raison aux hijabeuses. Et au final, ça avait fait une grosse polémique. Gérald Darmanin s'était exprimé contre l'avis du rapporteur. Et le Conseil d'État avait tranché sur l'interdiction du hijab en France pour les compétitions. Donc, Amélie Oudéa-Castéra a dit, je suis très clair, il n'y aura pas une athlète féminine qui sera dans les équipes différentes de France en fonction des compétitions, qui pourra concourir avec un hijab, un voile ou un turban. Donc, cette athlète qui pourrait le faire si on se fiait aux règles du comité olympique,
devra se plier à la décision du Conseil d'État français et au gouvernement français. Et information du Figaro, il y aurait des négociations menées plutôt intelligemment entre elles et entre l'équipe de France, et elle accepterait, aux dernières nouvelles, de concourir sans le hijab et sans le turban. Voilà pour les faits. Alors, justement, on vous pose la question, voilà, comprenez-vous cette décision, voilà, devant enlever son turban pour participer au JO? Gilles Verdez. C'est de l'islamophobie, je vous le dis très clairement. Ça, c'est de l'islamophobie, et il y en a ras-le-bol. Et après, il ne faudra pas se plaindre. Je vais retirer mon mot. Il faudra comprendre les jeunes musulmans qui se disent « Mais qu'est-ce que c'est que ce pays? On nous empêche, et les jeunes musulmanes, on nous empêche d'exprimer tranquillement notre religion. » Je dis tranquillement. Le CIO, le Comité olympique, la FIFA, la Fédération internationale de foot, tout le monde est d'accord. Et il y a quelques instances françaises pour des raisons débiles en disant c'est du prosélytisme, alors que pas du tout. C'est l'expression tranquille d'une religion qui vient emmerder les athlètes. Je suis scandalisé par ces décisions. Évidemment qu'elle va accepter, sinon elle ne fait pas les jeux. Ah oui, mamie. Mais tu parles de religion des athlètes musulmans en France, il y en a depuis la nuit des temps, et ça fait quelques années qu'on voit ce problème. Et alors, ce n'est pas, dans ces cas-là, ce n'est pas de la religion, c'est de la politique. Excuse-moi. C'est dingue, ça. Sinon, excuse-moi, je le dis, autrement, ça ferait bien longtemps, et la religion, elle existait avant. Il y avait des musulmans athlètes. Ça fait depuis combien de temps qu'on a les footballeurs qui veulent couvrir leurs genoux, les hommes et tout ça? Je suis désolée, ce sont des avancées politiques, ce sont des gens qui sont sans doute sincères dans leurs croyances et tout ça, mais qui sont instrumentalisés. Donc moi, je pense qu'il faut arrêter de parler de religion pour ces cas-là, et il faut être droit dans ses bottes. Ils sont considérés, les athlètes sont considérés, à partir du moment où on fait partie de l'équipe de France, comme des agents de service public, et on est attaché à notre laïcité, il faut rester attaché, il faut être droit dans ses bottes. Géraldine. Moi, je suis toujours sur la ligne de Oudéa Castéra là-dessus. Moi, je suis une ayatollah, je te l'ai déjà dit, Gilles, de la laïcité. Je veux qu'il n'y ait absolument pas de religion. Je trouve qu'il y a beaucoup trop de religion. Je trouve qu'il y a trop de revendications communautaires, identitaires. Quand je vois à quel point aujourd'hui l'Angleterre est en train de se déchirer à cause de ça, moi, je trouve que c'est notre force. Alors, je sais que c'est difficile, parce que c'est difficile de le revendiquer, parce qu'après, on va crier à toi, à la discrimination ou au racisme. Mais ce n'est pas du tout le cas. Moi, je veux qu'on fasse corps ensemble, qu'on fasse société ensemble, et je ne veux aucune religion, mais rien de rien de rien. Voilà. Et je trouve que ça nous divise au lieu que ça nous assemble. Oui, Jacques. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Géraldine. Et si tu ouvres cette porte-là, après, il peut y avoir plein d'autres revendications. Les Jeux Olympiques. C'est pas une revendication, le voile. Ouais. Moi, j'ai une question à reposer, moi. Est-ce que le Comité olympique autorise le port du hijab? Oui. Depuis 96. C'est oui. Est-ce que pour vous, la question moi, que je vous pose, le Comité olympique est au-dessus du Conseil d'État? Quand il y a le Comité olympique qui décide de venir faire les Jeux olympiques dans un pays ou dans une ville, est-ce que ce sont les Jeux olympiques à l'international qui décident, ou est-ce que c'est le Conseil d'État qui décide? Pour moi, et je le dis aujourd'hui, je suis désolé. Alors, excusez-moi, les gars, moi là, je sais que ça ne va pas vous plaire. Je suis désolé, les mecs. Pour moi je suis. Vous voyez, vous êtes une ayatollah de la laïcité, moi je suis un ayatollah du règlement. Pour moi, les Jeux Olympiques viennent en France. Le règlement, c'est le règlement des Jeux Olympiques. Je suis désolé, les mecs. Je suis désolé de vous dire ça. Mais pas pour les délégations individuellement. C'est l'équipe de chaque délégation a sa c'est pas l'argument du CIO. Moi, je suis pas d'accord. Alors moi, si c'est ça, moi c'est pour ça que je demande la règle. Si la règle olympique, si la règle olympique, c'est chaque délégation fait comme il veut. Là, nous sommes en France, c'est un État. Cyril, comme dans le foot, la FIFA autorise le voile. Et en France, les joueuses n'ont pas le droit de le porter. L'avis du Conseil d'État ne va pas s'appliquer aux autres équipes. L'avis du Conseil d'État ne s'applique qu'à l'équipe de France. L'Arabie Saoudite, le Brunei ou le Qatar, ils sont voilés s'ils veulent. Oui, mais en fait, justement, moi, ce que je pense, je suis désolé, les mecs, et excusez-moi, c'est que c'est quoi là? C'est la règle du Comité olympique. Si le Comité olympique accepte, c'est pas tout à fait ça. Alors, le CIO dit, vous avez la possibilité, selon la culture du pays, d'épouser les règles du pays. Et donc c'est au nom. Non, le CIO va plus loin. C'est le culturel, c'est pas culturel. Le CIO va plus loin puisque le CIO, comme pour faire simple, si demain les Jeux Olympiques étaient organisés, attends, si demain les Jeux Olympiques étaient organisés à Téhéran,
toutes les femmes seraient voilées. C'est ça que dit le CIO. Mais à partir du moment où c'est en France, ce sont les règles françaises qui s'appliquent. En fait, moi, je vais vous dire, moi, c'est juste une question de règlement. C'est une boîte à outils. Si le règlement, il dit, il ne faut pas porter le voile, on ne porte pas le voile. Si le règlement, il dit, on peut porter le voile, on porte le voile. C'est pas une règle générale. C'est encore une fois, c'est une règle pour l'équipe de France. C'est le Conseil d'État. Amilou de Castéra, elle ne s'occupe pas des athlètes qui ne sont pas français. C'est normal. Elle s'occupe des athlètes français. Regardez ce qu'en pensent les téléspectateurs. Comprenez-vous cette décision? Oui, à 87%. Et ils comprennent, nos téléspectateurs comprennent cette décision. Oui, vous vouliez parler, Raymond, peut-être là-dessus? Non, le CIO, il n'est pas plus fort que le pays qui accueille. C'est le pays, c'est les règles du pays, c'est les règles de la République. Si on dit si ça avait dit déjà pour le foot, et là, ils te disent que... Non, mais moi, s'il y a la règle, c'est la règle du pays. Ouais, mais c'est moi, je suis pas les mecs, moi, je demande juste le règlement. Oui, c'est pas les Jeux Olympiques qui passent devant... Le CIO est très clair là-dessus, le CIO. Je vais vous dire, il laisse le soin à chacune des fédérations sportives d'accepter. C'est ce que je disais tout à l'heure. Très bien. Ou non. Alors, très bien. Alors, donc s'il y a des athlètes iraniennes... On fait ce qu'on sait. Il y a une athlète iranienne en tir, je crois. Elle sera volée, s'il vous plaît. Moi, je suis le règlement. Aucun problème. Donc, si c'est le pays qui décide du règlement, c'est le pays. Donc voilà, on suit le règlement et on ferme notre gueule. C'est tout, les mecs, c'est tout. Moi, je vais dire. Sinon, c'est comme si dans une compétition, moi, demain, je fais un tournoi de paddle, ils disent, faut vous mettre à poil. Je te dis. Et puis surtout, je serais le premier content parce qu'au moins, je pourrais jouer avec mon zizi et non pas avec ma raquette. Voilà, c'est tout. Et ça a été tranché. Et je respecterai le règlement. Voilà, je respecterai le règlement. Ça a été tranché par la plus haute juridiction du pays. Ne me demandez juste pas où je mettrai la deuxième balle. Merci. Merci, c'est bon. Les chéris, alors très vite là-dessus, France 2, elle a diffusé le spot de campagne de la liste Free Palestine européenne. Alors ça a fait un tollé, pourquoi et alors c'est Jean-Marc Morandini qui a repéré ça. Donc c'est la fameuse liste Free Palestine qui fait de la concurrence à la France Insoumise et qui pourrait lui voler le point qui pourrait empêcher Rima Hassan d'être élue. On voit d'ailleurs bien sur le logo que vous avez mis de Free Palestine, c'est le logo qui reprend le slogan From the River to the Sea, du Jourdain à la mer Méditerranée, et qui efface totalement donc le seul État juif du monde, à savoir Israël. Et donc faut savoir que dans ce clip de campagne validé par l'Arcom, et que le service public doit diffuser tous les clips de campagne de tous les candidats. Voilà. Et nous, on vient de prendre 50 000 € d'amende parce que pour l'histoire de, vous savez, de la drogue des zombies qu'on avait pris une image, en plus qui avait été reprise partout, nous on a pris 50 000 € d'amende. Mais les autres, voilà. Et donc dans ce clip, on fait très clairement l'apologie du terrorisme puisqu'il est demandé au nom des mouvements de résistance de sortir le Hamas de la liste des organisations classées terroristes par l'Union européenne. Donc pour eux, ils expliquent, c'est passé à 20h50, un samedi soir, heure de grande écoute sur le service public, obligation de l'Arcom qui a validé ce clip. On explique que le Hamas est une organisation de résistance et pas une organisation terroriste. Il est dit aussi qu'il faut juger tous les franco-israéliens pour crimes de guerre qui combattent sous le drapeau israélien pour vous, il ne fallait pas diffuser ce clip de campagne ou pas? Pour moi, il ne fallait pas le valider. Le problème, c'est pas France 2. Le problème, c'est l'Arcom. L'Arcom a validé ce clip où on fait l'apologie du terrorisme. C'est ça le scandale. Et a forcé France 2 à le diffuser. Je suis d'accord avec vous. Qu'est-ce que vous dites là-dessus? Je ne suis pas d'accord. Ah ouais je suis pas du tout d'accord avec la liste. Si. Ah non, mais tout le monde m'a appelé pour me dire le clip, c'est incroyable. Oui. Mais je vous dis, c'est incroyable. C'est incroyable. C'est un clip qui fait l'apologie du terrorisme. Là, vous diffuse sur France 2 en prime time un truc qui fait l'apologie du terrorisme, mais lui, il n'est pas d'accord. Vous vous rendez compte que là, je n'étais que factuel et il n'est pas d'accord avec ça? Mais non, mais c'est ça, c'est fou. Alors, oui. Alors, vous n'êtes pas d'accord avec quel? Il dit comme l'Arcom. Vous venez de me dire la loi, c'est la loi, le règlement, c'est le règlement. Non, c'est le règlement. Pas du tout. C'est pas ça qu'on est en train de dire. C'est qu'il n'aurait pas dû être validé par l'Arcom. Sur la. Pas dû être validé. L'Arcom a laissé passer une apologie du terrorisme. Il n'aurait pas dû le valider, c'est ça qu'on est en train de dire. On dit pas que France 2 n'aurait pas dû le diffuser. On dit que l'Arcom n'aurait pas dû le valider. Tu fais quoi? Pardon? Si demain il y a un parti nazi, pourquoi ils l'ont validé? C'est une erreur. Je suis d'accord. C'est une erreur. Donc ça va être. Imaginez un parti qui ferait l'apologie du racisme dans son clip. C'est exactement pareil. Dans toutes les chartes, et c'est bien normal. Dans toutes les chartes avec les chaînes de télévision, on n'a pas à faire l'apologie du terrorisme. Bien sûr. Alors le clip va être retiré, il sera plus jamais diffusé. J'espère. Vous n'en savez rien. Mais qu'est-ce que vous racontez? Mais écoutez ce qu'on dit au lieu de dire des bêtises. J'écoute ce que vous dites. On dit pas que c'est France 2. On dit que c'est pas France 2 qui a commis une erreur. On dit que c'est l'Arcom qui aurait pas dû valider un tel clip. J'entends, mais très bien, mais jusqu'à aujourd'hui, je suis pas débile. L'Arcom qui vérifie chaque phrase prononcée sur tous les plateaux de France laisse passer un clip où on fait l'apologie du terrorisme. Bien sûr. Non, ça vous choque pas. Il m'énerve pas là. Au bout d'un moment, j'ai de la résistance.
résistance, mais au bout d'un moment, il y en aura le bol, quoi. C'est la seconde zone, là. C'est insupportable. Mais la vérité, c'est que. Non, mais attendez, je veux qu'il continue. On se prend des amendes tous les jours, il laisse passer juste un énorme truc qui fait l'apologie du terrorisme. 50 000 € d'amende parce qu'on a diffusé une truc sur. Et ils ont fait d'autres erreurs de manipulation de spot aussi. Ils se sont trompés de spot. C'est quand même un truc de fou. C'est quoi votre Jusqu'à argument aujourd'hui, mon argument, c'est que. Est-ce que l'Arcom a bien fait de valider ce clip? C'est la question que je vous pose. Voilà, du coup, c'est. Voilà, parce qu'il va jouer sur les mots, comme d'habitude. Parce qu'il attend Et d'avoir vous avez vu, ses à amis au chaque fois, c'est téléphone. pareil, c'est ça. C'est une anguille. Il attend d'avoir ses amis au téléphone à la pub pour lui dire s'il a bien répondu ou pas. Alors, C'est pas mes amis au téléphone. Je les ai jamais au parce téléphone. que Free Palestine, ça peut t'enlever des voix à la LFI. Donc alors, qu'est-ce que t'en penses? C'est pas mes amis. Oui. Tu serais à l'Arcom, est-ce que tu aurais t'aurais validé laissé passer le clip? Moi, je pense pas, mais s'ils l'ont fait jusqu'à ce soir. Ils ont pu commettre une erreur, nom de Dieu. Et j'ai même pas fini une phrase, en fait, là. Mais il est fou, ce mec. On t'écoute. Il est fou. Le mec, il est devenu fou. Mais j'essaye de répondre à votre question. Mais toi, en tant que Gilles Verdez, avec tes valeurs, avec ta vision du monde et tout ça, est-ce que toi, tu l'aurais validé? Non, je l'aurais pas validé, mais Bon, bah voilà. C'est dur d'avoir cette réponse. J'ai un pote à moi c'est ça. qui est vraiment, il kiffe la LFI. Je vous le dis. Et regardez ce qu'il me dit. Il me dit, pour le coup, oui, eux sont très ambigus, ils ne condamnent pas le Hamas, contrairement à LFI, si on est honnête. Non, je suis désolé, vous direz à votre ami qu'il se trompe. Il se trompe sur la Parce qu'il dit, le clip dit exactement la même chose que Daniel Obono. Daniel Obono, est-ce que je sache, elle est députée LFI. Daniel Obono, les mecs. Comment cette liste se retrouve aux européennes? Non, pensez pas ça. Comment cette liste se retrouve C'est fou de laisser passer ça. La vérité, c'est que l'Arcom, C'est fou de laisser passer ça. c'est que l'Arcom, au nom de la liberté d'expression pour ces élections européennes, laisse tout passer. Et moi, je pense que la réalité, parce qu'on a vu aussi les spots de Dieudonné et Francis Lalanne, aujourd'hui, il y a 37 listes en tout. En fait, vous déposez une liste. Comment ça peut se retrouver d'abord? Vous avez le droit à votre ça spot sur France Télé. Il n'y a aucune validation. C'est pas vrai que l'Arcom valide sur le plan. L'Arcom a déconné là-dessus. Techniquement, mais on peut dire Non. Vous demandez à toutes les équipes des candidats, ils vous expliquent que quand ils font des campagnes de campagne, c'est passé à la moulinette. Exactement. C'est passé à la moulinette. Pour les droits, Merci. Les gars, dans un instant, restez avec nous parce qu'il y a cette histoire qui est complètement folle. Opposé au mariage de sa fille, le père de la mariée poignarde son futur gendre sur la route de la mairie. Bagarre générale. Le maire s'en est mêlé, le maire avec nous. C'est une histoire de dingue. Je vous le dis, une histoire de dingue, mais vraiment de fou. On va vous raconter l'histoire parce qu'il y a un écartage incroyable entre le mec. Bon, moi, je connais toute l'histoire. Je suis ce qu'on appelle un rachlouf. Voilà, donc un mec qui se mêle de tout. J'ai appelé tout le monde. Il y a le maire qui doit arriver là, le maire de la ville, là, Jean-Louis, qui va arriver dans un instant. À tout de suite. Merci. Merci d'être avec nous. Il est 20h46. On est en direct, bien sûr. Dans Touche pas mon poste. Merci d'être avec nous. Merci les chéris. Il y a plein de choses à voir. Dans un instant, restez avec nous. Opposé au mariage de sa fille, le père de la mariée poignarde son futur gendre. Une histoire de fou. Vous allez voir cette histoire qui est incroyable, qui s'est passée ce week-end. C'est encore une histoire de dingue. Et le maire du village qui était là, qui a participé, parce qu'il a pris une rixe, c'est le maire qui a défendu une histoire de fou. Il viendra tout nous raconter. Jean-Louis Dupont, maire de la ville, sera avec nous dans un instant. J'ai entendu des voix également. Vous verrez ça, voilà. Vous verrez ça. Le maire d'Agde qui détourne 300 000 euros sous l'influence d'une voyance ventriloque et qui finit en détention. C'est aussi une histoire de fou. Non, mais je vous dis, ce soir, restez avec nous. Elle est incroyable l'histoire. Le mec était tranquillement au Cap d'Agawalp. Bon, et voilà. Apparemment, elle a lu dans les boules. Vous verrez ça dans un instant. Les chéris, vous avez vu que Vanessa Paradis a baissé le prix de sa maison dans le Var. Dans le Var, chez vous. Chez vous, dans le Var. De 23 à 13 millions d'euros. La raison, cette dernière aurait des difficultés à trouver un acquéreur pour la maison qu'elle souhaite désormais revendre. Donc voilà, donc apparemment, c'était la maison où il y avait Vanessa Paradis et Johnny Depp. Et non pas Johnny Crêpe. C'est magnifique. 121 000 mètres carrés, il y a 6 maisons d'invités, il y a une chapelle, un studio, un resto privé, 2 piscines, un skatepark, une cave à vin, salle de sport. Ils en voulaient 23, ils en veulent maintenant 13. Ils sont séparés depuis 2012. Ouais, mais ça, l'entretien, ça doit être une galère. Oh bah, une galère, oui. C'est un village. Il faut combien de jardiniers rien que pour Tiens, regarde, mais ça, C'est beau, arrêtez les très bon goût. À mon avis, il faut plus de jardiniers que dans la culotte de Daniel. C'est super beau. Oh, c'est frais. Il y a une chapelle. À mon avis, là, ça doit y aller au sécateur. C'est génial. Franchement, j'aime pas du tout. C'est magnifique. Ça, moi, je déteste. Ça, il y a des fantômes là-dedans. Là, je peux dire. Tu te réveilles la nuit, là, le piano, je sais, ça appuie sur les touches tout seul. Pour ça, je le change pas. Ce que je viens de faire? Bien sûr, la lettre à Élie. Exactement, bravo. En fait, il y a une maison principale et 6 maisons d'invités.
fait. Très bien. Donc il y a une maison par chroniqueur. Ils ont fait 10 millions de travaux quand ils ont. Non, elle en veut que 13 millions. Je vous dis, vous savez pourquoi? L'avant, c'est sûr, Vanessa Paradis, je la comprends, Vanessa Paradis. J'aime bien Vanessa Paradis. Elle va acheter un taxi. Mais non, frère, vous vous rendez compte qu'elle va acheter un taxi? Catastrophique. Les mecs, ça n'a rien à voir. Vous savez ce qu'elle a? Vous savez ce qu'elle a? Mais c'est quoi? C'est tout simplement, la mec à l'entretien, ça doit lui coûter une blinde tous les mois, je vous le dis. C'est pas Vous possible. êtes calé en entretien à chaque fois. Là, la maison de Johnny, c'est l'entretien. La maison de Vanessa, c'est l'entretien. Ça par mois? 100 000. Combien ça coûte ça en entretien? Non, il y a les arbres. Pas 100 000, parce qu'elle doit pas y être tout le temps, il n'y a pas tout le temps. 30. Johnny, vous avez dit 30 000. Oui, mais c'est pas pareil, parce que Johnny, Je tout dirais le temps. il y a moins d'arbres chez Johnny. Là, il y a les arbres. entre 20 et 30 000. 20 000 par mois. Ouais, mais il faut les sortir tous les mois. 20 000 par mois, il faut les sortir, je peux te dire. Ça Frère, pique il faut quand en faire des. Ça pique. Joe le taxi, il va pas partout. J'adore Vanessa Paradis, mais je la comprends tout à fait. 140 000. Je la comprends tout à fait. Et même 13 millions, je vous dis, à la baissé de 10 millions, ça va être dur parce que le mec qui va acheter, il faut qu'il ait les reins solides derrière. Je vous dis, parce que je sais que Bernard Montiel s'était mis sur les rangs. Il n'y avait pas des vignes, Bernard? Il faut y accéder en plus au plan de la Tour. C'est très compliqué, c'est dans la montagne. Non, c'est vrai. Un petit coup d'hélico. Ah ouais, il faut mettre des pneus neige. Et puis ça tourne beaucoup, c'est très. Il y a un héliport, non? Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un héliport là sur le toit. Oh, bah, Merci, c'est bon. Merci. Les chéris, on va accueillir tout de suite Michel Marie. Merci, puisqu'on va parler de toutes ces affaires. Et dans un instant, bien sûr, il y aura Jean-Louis, le maire du village. Alors, complice fausse identité, concurrent tué, révélation sur l'amende de Mohamed Amra, le fugitif le plus recherché d'Europe, puisque Mohamed Amra, la mouche, n'a toujours pas été retrouvée. Hein. C'est un truc de fou. Ça fait combien de temps maintenant? Ça fait 2 semaines. Depuis le 15 mai. Depuis le 15 mai, merci. Voilà. 350 enquêteurs. Il n'est pas d'humeur, il n'est pas d'humeur. Apparemment, il n'est pas de bonne humeur. Ça va bien? Ça va très bien. Merci. Très belle veste. C'est beau la veste comme ça. Hein. Ça vous va bien. Vous êtes magnifique. Merci. On dirait Don Johnson dans 2 flics à Miami. Et c'est qui le deuxième? Merci, t'emmerdes pas. T'as besoin de personne, va mon Michel. Qu'est-ce qui se passe alors? Raconte-nous tout là, mon cher. On parle du maire de. Non, d'abord, là je viens de dire, on parlait de Mohamed Amra. Ah, Mohamed Amra. T'es réveillé, Michel? Oh, je suis parfaitement réveillé. J'adore. Je suis parfaitement réveillé. Même quand ils s'embrouillent, ils parlent comme ça. Merci, même quand ils ont la bite. Je voudrais 2 baguettes. Et mettez-moi des fraises tagada, s'il vous plaît. Merci. Oui, alors, Michel, tu peux être parfaitement réveillé. Bah oui, je suis complètement réveillé. Bien sûr, qu'est-ce qu'il raconte, lui, Je sais pas ce qu'il raconte. Bon, c'est pas grave. Mais quelle andouille. Ah, j'ai pas dit ça. C'est une andouille. J'ai pas dit ça. Non, alors, Mohamed Amra dit la mouche s'est évadée donc le 14 mai dernier. Et là, on va de découverte en découverte. C'est-à-dire qu'en fait, personne n'a calculé qui était vraiment ce personnage. Et là, on découvre qu'il avait une complice, qui était à la fois sa maîtresse, sa complice, qui a été interpellée. C'est une jeune femme de 27 ans, c'est une Marseillaise, s'appelle Nawel. Je reviens peut-être pas sur les circonstances de l'évasion, je pense qu'on les a largement vues. Donc Nawel a 27 ans, elle est maintenant incarcérée depuis le mois de janvier 2023. Mais elle pose problème aux enquêteurs parce qu'en fait, elle était, elle aussi, elle n'était pas dans les écrans radars des policiers. Et on découvre, à l'occasion de ces fameuses sonorisations de parloir, que, en fait, il y avait une personne qui avait un parloir, un permis de visite, c'était sa sœur, qui s'appelle Saba. Et Saba, en réalité, n'est quasiment jamais venue voir son frère. Elle donnait sa pièce d'identité soit à Nawel, soit à d'autres personnes, d'autres femmes. Et il avait donc des visites de gens différents, de femmes différentes, notamment cette fameuse Nawel, avant qu'elle ne se soit faite interpeller donc en janvier 2023. Ouais. Et là, en fait, on s'en rend compte parce qu'ils ont des relations sexuelles au parloir. Ouais. Et comme c'est censé être sa sœur, a priori, là, effectivement, il se pose des questions. Ben oui, du coup, c'est un problème là. Avec la vidéosurveillance, on s'aperçoit que c'est pas sa sœur. Bah, c'est sûr que oui, si, forcément. Ouais, et quand, en janvier 2022, le Amra est interpellé en région parisienne sur une affaire de tentative de meurtre ou d'assassinat, il a sur lui les papiers du frère de Nawel. Et en fait, c'est comme ça que commence l'enquête. Qui est ce monsieur? On s'aperçoit que
il a une sœur et que la sœur est très proche de Mohamed Amra. Et on s'aperçoit également que Mohamed Amra a une activité intense au téléphone, que sa cellule est devenue un bureau de chef d'entreprise, il gère ses affaires, ça on l'a déjà dit, et il va mettre à contribution dans une affaire marseillaise qui remonte au mois de juin 2022, il met à contribution cette fameuse Nawel, où elle va louer des voitures de location. Elle va d'ailleurs, une fois, être obligée d'en ramener une au loueur, une Audi. Elle est percée de balles. Et elle ramène la voiture et elle dira par la suite qu'elle n'a pas fait attention. Enfin, la voiture, elle avait été transpercée de part en part. Quand elle arrive, elle ramène au loueur. Voilà, elle dit, je sais pas ce qui s'est passé. Attention, c'est un mec. Il y a eu un petit accrochage. Des moucherons. Donc, alors, où commence la complicité ou la fascination amoureuse Comme dans le livre de Valérie, en fait. Ça sera toute la question, oui. Merci, oui. Un chapitre supplémentaire. Et on s'aperçoit donc que Nawel... Pardon ? On ne t'emmerde pas. Oui. Nawel donc a aidé à tous les niveaux. Elle a loué le Airbnb, elle a ramené la voiture de location et elle a également réceptionné les complices de son amant à Marseille. Ouais. La fameuse équipe de Normandie qui commet cet enlèvement, cette séquestration et ce meurtre de ce monsieur, là, le Ugur. Ouais. Elle se débarrasse du téléphone portable, elle brûle les sacs. Bref, toujours est-il qu'elle est, pour l'ensemble de son œuvre, interpellée en janvier 2023 et depuis, donc, elle est incarcérée. Merci. Voilà. Vous avez autre chose à ajouter, oui, là-dessus? Oui, non, il y a une vraie question qui se pose, c'est sur les failles du système de la pénitentiaire. La fausse identité. La fausse identité, c'est... On va entrer en prison sous une fausse identité. Ouais. C'est ça qu'on apprend. Et non seulement elle, mais d'autres plusieurs. Ouais. Il y en a au moins 2 qui se sont servis de la même identité. C'est fou. C'est pas le chiffre, mais plusieurs. Quand on dit qu'on marche sur la tête... En prison, ça va. Hein. Non, avec des portables, de la drogue et sous fausse identité. Et ce qui est fou aussi, c'est qu'il y a des écoutes téléphoniques quand même qui remontent à janvier 2022. On s'aperçoit, d'ailleurs on se pose, la vraie question qu'on se pose, c'est de savoir si c'est pas lui qui a organisé son évasion depuis sa cellule et s'il n'avait pas un téléphone portable au moment de l'évasion. Ouais. Alors que normalement, la fouille lors d'un transfert chez le juge d'instruction doit avoir lieu. C'est quand même très étonnant. D'ailleurs, le garde des Sceaux a demandé une enquête interne. On verra ce que ça donne. Enfin, il y a combien de Mohamed Amra dans les... Parce que la particularité, quand même, c'est qu'on a la Santé, les Baumettes et la prison d'Évreux, la maison d'arrêt d'Évreux, où il a exactement les mêmes avantages. Bien sûr. Oui, très vite. Non, mais Éric Dupond-Moretti semble tomber de l'armoire en découvrant tout cela. Il a dit, j'ai appris dans la presse qu'il y avait des portables, que Mohamed Amra avait des portables. Il faut juste rappeler qu'il y a une loi de 2009 qui empêche la fouille systématique des détenus après qu'ils sont allés au parloir. Et il n'y a pas de fouille sur ceux qui viennent leur rendre visite. Ils passent au rayon X, on ne les fouille pas. Donc vous pouvez faire rentrer de la drogue, vous pouvez faire rentrer des portables, et ensuite vous n'avez pas fouillé le détenu après son parloir. Donc évidemment, tout cela circule tranquillement. Et donc Éric Dupond-Moretti se pose la question, est-ce que je vais revenir sur la loi de 2009 ? Il serait peut-être temps. Oui. Ouais. Bien sûr. J'ai entendu des voix. Le maire d'Agde, donc, il tourne 300 000 € sous l'influence d'une voyante ventriloque et finit en détention. Ça, c'est une affaire. Celui-là, c'est une histoire. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? C'est une histoire de fou. Le maire, c'est Gilles Détor. Les Gilles sont toujours bizarres. Il est républicain. Mais il est républicain, le maire d'Agde. Oui. Il a été mis en examen pour prise d'intérêt illégal. Déjà beaucoup. Il a été mis en examen pour prise d'intérêt illégal et corruption. Ça, c'est en mars 2024. Il est écroué. L'actualité, c'est qu'il a donné sa démission. Enfin, il a démissionné de tous ses mandats parce qu'il avait plusieurs activités. Et il est encore, à l'heure où je vous parle, en détention. Ce qui est intéressant, c'est le personnage, c'est la femme qui s'appelle Sophia. Elle a 44 ans, elle est le personnage central. Elle est à la fois voyante, guérisseuse, ventriloque. Ah ouais, d'accord. C'est Jeff Panaclock là-bas. Comment ? C'est Jeff Panaclock là-bas. Elle multiplie les mandats, comme le maire. Et elle a manipulé tout son petit monde. Et là, on s'aperçoit qu'il y a une avalanche de mise en examen. Non seulement le maire, bon, ça c'est... Mais racontez-nous l'histoire, parce que l'histoire, en réalité, elle a un stratagème où elle modifie sa voix pour mettre certaines personnes sous emprise, dont le fameux maire. Et elle réussit à leur faire croire qu'il parle avec un être
surnaturels provenant de l'au-delà. Ouais. Enlève ton slip. C'est Michel plutôt là, en l'occurrence c'est plutôt fais-moi un chèque. Ouais. Vous êtes très slip ce soir. C'est vrai, t'as raison. Oui, moi je serais plutôt chèque. Oui, bien sûr. Ça c'est coquin. Et par ce stratagème, elle réussit à convaincre le maire de se soucier du bien-être de son interlocuteur. Ouais. C'est-à-dire qu'en gros, l'interlocuteur c'est elle. Ah, bien sûr, j'ai pas compris. Et elle se fait offrir, elle se fait payer son mariage, elle se fait payer les travaux, son 3e mariage. Alors il n'y a pas que la mairie qui a payé, parce qu'il y a aussi un entrepreneur. On retrouve les gens du bâtiment, du groupe Eiffage, qui sont mis en examen pour abus de confiance. Eux, ils ont fait des travaux au domicile de la voyante. Un autre lui a fait entièrement sa cuisine pour 17 000 €. Enfin, elle a détourné un fric et surtout, elle a fait embaucher 5 personnes de sa famille à des postes à la mairie. Gilles, c'est l'ancienne compagne du maire qui a dénoncé ça. Parce que l'ancienne compagne du maire, elle ne comprenait pas pourquoi le maire était devenu sous l'emprise de quelqu'un. Mais lui, il dit, jusqu'au bout, presque jusqu'à aujourd'hui, enfin jusqu'à sa garde à vue, il dit, mais si, c'est quelqu'un de surnaturel qui me parle, c'est une voix quasi masculine, une voix posée, une voix rauque que j'adore. Et c'est vrai que la voix lui dit, il faut payer la véranda, il faut payer la véranda. Absolument. Il faut payer la résidence. Non, mais c'est énorme. Il faut embaucher 5 personnes. Donc il faisait exactement dont ce que son mari. Dans son mari, ouais. Voilà. Et lui, ouais. Eh ben, il faisait ce que disait la voix, puisque c'était l'au-delà qui lui parlait au maire. Donc il n'a pas un peu trop été dans les jacuzzis au Cap d'Agde. C'est complètement dingue. C'est une histoire totalement dingue. C'est incroyable. Alors il y a plein de mises en examen. Ils ont bien enquêté. Ils ont auditionné 40 personnes pour démêler le vrai du faux. Parce qu'ils ne comprenaient absolument pas ce qui se passait. Donc voilà, aujourd'hui, les gens sont incarcérés ou mis en examen. Je voudrais qu'on parle de cette affaire à cause d'une mauvaise note. Une mère abandonne sa fille de 16 ans sur le périphérique. C'est incroyable. Les mecs, quand je vous dis qu'on marche sur la tête, c'est un truc de... Ça se passe en Italie. Putain, si je devais abandonner mes enfants sur le périphérique à chaque fois qu'ils ont une mauvaise note, ils travailleraient au péage de l'autoroute. Pour l'instant, c'est gratuit. Discussion en Italie, donc discussion autour de Rome entre une mère et sa fille. Et la fille de 16 ans avoue à sa mère qu'elle a eu une mauvaise note en latin, en l'occurrence 5 sur 10. Alors qu'elle a des 9 sur 10 partout, c'est une excellente élève. Le ton monte entre les deux et la mère lui dit « T'as eu une mauvaise note, tu descends ». Le problème, c'est qu'elle l'a fait descendre au milieu du périphérique de Rome. Et donc, la fille de 16 ans se retrouve à marcher sur la bande d'arrêt d'urgence, manque d'être écrasée, et c'est une patrouille de police municipale qui la trouve et qui lui demande « Qu'est-ce que vous faites là ?» Ma mère m'a foutu dehors à cause d'une mauvaise note en latin. Et une histoire de fou. C'est incroyable. Alors du coup, la mère marche sur la tête. Là, il y a plein d'histoires. Dans un instant, vous allez avoir l'histoire opposée au mariage de sa fille. Le père de la mariée poignarde de son futur gendre. Vous allez voir que cette histoire est folle. Mais pour alors, les parents sont divorcés et on apprend à l'instant même que la mère aurait déjà des antécédents. Et elle pourrait être déchue de ses droits maternels. 12 jours après son mariage, il y a un Indonésien qui se rend compte que sa femme est un homme. Merde. Il voulait jouer au bilboquet. Il faut jouer au bilboquet. Elle a dit non, t'emmerdes pas, j'en ai un. Merci. C'est toujours après le mariage. On va au bilboquet, chérie, t'emmerdes pas, j'en ai un dans le slip. Merci. Ouais. Ça se passe à Java. Et donc l'homme, il s'appelle Hak, il rencontre sa future femme sur les réseaux sociaux. Il rencontre Adinda, elle a 26 ans comme lui. Il tombe amoureux, Adinda est voilée, ils se rencontrent à un moment, ça se passe bien, Adinda est voilée. Et donc, ils décident évidemment que s'ils veulent aller plus loin, il faut se marier. Donc, ils se marient. Et Adinda, au moment des préparatifs du mariage, lui explique qu'elle est orpheline, donc il n'y aura personne de sa famille. Donc lui dit c'est dommage, etc. Et puis quand ils se marient, elle refuse de retirer le voile. Elle refuse toute relation sexuelle. Donc Hak, il comprend pas, il fait une enquête, il découvre qu'elle n'est pas du tout orpheline. Fait une enquête. Fait une enquête. Il a vite fait l'enquête. C'est bien ce que je pensais. Excuse-moi, c'est des couilles. Ça prendra 2 minutes, 2 secondes. C'est juste une question, je vais la foutre. Moi, tu fais ce que tu veux. Moi, tu fais ce que tu veux, c'est juste pour ça. C'est des couilles là que je vois. D'accord. Ok, c'est bon. C'est bon. Allez, on va se coucher, non, t'emmerdes pas. C'est juste pour savoir, moi. Je te jugerai jamais. Donc l'homme enquête, il retrouve les beaux-parents.
Et il s'aperçoit à ce moment-là que les beaux-parents sont stupéfaits et les beaux-parents lui disent mais comment ça, Dinda, on n'a pas de fille, on a un fils, il s'appelle Etche, c'est un homme. Et donc du coup il s'aperçoit qu'il a épousé un homme qui risque 4 ans de prison pour fraude. Une belle histoire. Merci. On va passer à cette affaire qui est complètement folle aussi. Cette histoire opposée au mariage de sa fille. Alors, il faut bien écouter l'histoire. Sachez que le maire, il est sur la route là. Il est en train, il est le maire du village, etc. Il arrive Jean-Louis. Il arrive dans un instant, Jean-Louis Dupont. Mais pour l'instant, racontez-nous cette affaire qui est complètement folle. Vous allez nous raconter dans un instant ce qu'il arrive là. Je voudrais juste qu'on parle de cette histoire. Un fan porte plainte contre Madonna pour avoir été exposé à de la pornographie lors d'un concert. C'est un truc de fou, ça. Il est allé au concert de Madonna et... C'était en mars 2024 à Los Angeles. Il va au concert et puis il sort du concert et il dit rien ne va. D'abord, elle était en retard. Ensuite, j'ai été exposé à de la pornographie. Et puis, depuis que j'ai été exposé à ça, ça va pas. Je suis en dépression, ça va très mal. Et donc, il décide de la poursuivre très sérieusement à Los Angeles pour tous les chefs d'inculpation. C'est-à-dire qu'il y a retard, donc rupture du contrat écrit entre un client et une prestataire. Vous savez à quoi je pense? Excusez-moi. Je pense à un truc. Je pense au mec quand il a appelé ses potes et qu'il leur a dit que le mec était marié avec la femme. Il a dit ouais, allô. Non, il y a une couille dans le potage. Ah, c'est sûr que... Il dit qu'il a été exposé à de la pornographie parce qu'il y avait des femmes au sein nu, il y avait des scènes qui simulaient un acte sexuel. Donc il attaque pour tout. Alors ce que répondent les avocats de Madonna, c'est mais vous savez très bien ce que fait Madonna. Ça fait des années qu'elle chante, ça fait des années qu'elle fait des disques comme ça. Si vous venez, c'est en connaissance de cause. Voilà. C'est pas un concert de Mireille Mathieu quand même. Merci, j'adore Mireille Mathieu, calme-toi. Mireille, je l'adore. Mais moi aussi j'adore Mireille, justement. Elle est magnifique. Mireille, c'est l'élégance, c'est la belle voix. Je l'adore. Quand on voit Madonna, on s'y attend. Je suis amoureux de Mireille Mathieu, elle le sait, c'est comme ma... Mais oui, mais moi aussi je l'aime beaucoup. Comme ma deuxième grand-mère. Mais enfin, c'est quand même... C'est comme madame. C'est pas Chantal Goya. Et il dit aussi j'ai suffoqué parce qu'elle n'avait pas mis la clim. Ah ouais. Il attaque pour ça aussi. Il veut de l'oseille. D'accord, il veut de l'oseille. C'est un taré ce mec-là. Tu vas voir, on va le mettre avec l'autre, on va le marier avec l'autre, avec les coups, ça va le calmer. On va le faire redescendre un peu. Ensuite, tu vas redescendre de 2 étages. Les chéris... on a cru qu'on allait mourir. Un couple violemment agressé après une simple querelle de voisinage. Juste ça, très rapide, et après on va parler de l'histoire. Parce que cette histoire de fou de la fille avec le père là, de la mariée, c'est fou. Merci Patrick. C'est un couple, Rosen et Parfait. Parfait, c'est son prénom. Rosen, 37 ans, Parfait, c'est son compagnon, 35 ans. Ils ont 3 enfants, ils habitent un petit pavillon du côté de Brest. Et à 3h30 du matin, Rosen est réveillée par des cris. Elle entend que ça vient d'en bas de chez elle. Comment ? C'était pas Josse Beaumont ? Rosen. Elle entend des hurlements, elle descend, elle dévale les escaliers, ces petits pavillons. Et là, elle voit 2 individus qui sont en train de se battre avec son compagnon, avec Parfait. Il y en a un qui a un couteau, donc elle intervient physiquement, elle ne va même pas s'en rendre compte, mais elle va être blessée très gravement au niveau du cou. Les types, ils réussissent à refermer la porte, ils essayent de casser la fenêtre pour rentrer quand même dans la maison. Ils appellent la police, ils se réfugient dans les chambres, les flics arrivent et interpellent 2 individus qui sont alcoolisés. À l'origine, l'histoire, c'est une querelle de voisinage, c'est-à-dire que Parfait, à 3h30 du matin, entendait pouvoir dormir tranquille. Les voisins qui sont installés là depuis le mois de février mettaient la musique à fond, ces 2 pavillons mitoyens. Donc Parfait est sorti pour dire à ses voisins mais baissez le son, et ça a dégénéré dans une bagarre incroyable. Et il se trouve que l'auteur des coups de couteau est un Tunisien sous OQTF. Ah, d'accord. Non, Gilles, quoi, tu dis quoi? Non, je découvre l'histoire qui est incroyable. C'est encore une fois une histoire de... Moi qui essaye parfois de militer pour certaines thèses, encore quelqu'un sous OQTF, mais c'est pas possible, quoi. Faut trouver un système pour expulser. Exactement. Allez, on va passer à cette affaire. Alors, cette histoire est folle. 21h08, on est en direct. Écoutez bien cette affaire qui est incroyable. On va bien raconter cette histoire. Ça se passe à Faudoas, dans le Tarn-et-Garonne. Exactement, Faudoas, oui. Merci. C'est un petit village. Oui, je sais. Alors, dans le Tarn-et-Garonne. Merci. Qu'est-ce qui s'est passé samedi? Racontez-nous bien. Et moi, j'ai toutes les infos sur l'affaire également. Samedi, en fin de matinée, c'était le mariage d'une jeune fille de 25 ans qui avait choisi. C'est un couple qui habite dans ce village depuis longtemps. Une jeune fille de 25 ans qui allait se marier avec un homme de 63 ans. Voilà. Voilà, je vous le dis. Ah oui, d'accord. Faut le dire. Oui, déjà, voilà, ça, c'est important parce que je le gardais pour après, mais je livre. Alors, allez. Vous le mettez où vous voulez. Et donc cette jeune.
Reste poli, ça va quand même. Merci. Merci. Alors oui, Michel. Je parle du monsieur. Non, bah, donc ce monsieur de 63 ans et cette jeune fille de 25 ans devaient se marier, tout était prévu, sauf que le père de la jeune fille a totalement dérapé. Il avait d'ailleurs prévenu déjà le maire et même le procureur de la République de Montauban qui voulait s'opposer à ce mariage. Il avait demandé au maire de ne pas célébrer le mariage. Le maire a dit « j'ai aucun moyen de le faire ». Exactement. Le parquet, c'est évidemment pareil. Alors, vous allez voir, cette histoire est complètement folle. Juste avant, regardez, la future mariée s'est exprimée. Et elle a donc affirmé que ce n'était pas la première fois que son père tentait de s'en prendre à son compagnon. Regardez la jeune fille. Nous avancions vers la mairie, moi et mon compagnon. Mon père était un peu plus loin vers la droite, les mains dans le dos, mais on ne se doutait pas qu'il avait en fait un couteau dans le dos. Et quand on arrivait à sa hauteur, il s'est jeté sur mon compagnon et il a mis des coups de couteau dans le dos. C'est passé à 1 centimètre du cœur et 5 mm du rein. Un miracle, je peux dire. À cause de notre différence d'âge, il était persuadé qu'il me ferait du mal, qu'il abuserait de moi. Précédent homicide à mon compagnon, mon père était venu pour essayer de l'assassiner avec une hache. Alors, racontez-nous ce qui se passe au mariage, c'est un truc... Et ben donc on est dans le cortège, il est 11h30, le cortège se dirige vers la mairie, vers l'hôtel de ville du petit village là, de 300 habitants pour célébrer ce mariage. Et à ce moment-là, le maire faisait très attention parce qu'il était prévenu, il savait que c'était une cocotte minute. Et donc il surveillait visuellement le père. Et à un moment donné, donc juste avant d'arriver à la mairie, le père sort un couteau de sous son t-shirt et puis un autre couteau qu'il avait dans le pantalon. Et là, il se jette sur le futur marié, donc, et il le poignarde à 7 reprises. Et là, le maire a le temps, c'est un ancien rugbyman, c'est un mec qui est costaud et qui a bon réflexe. Il va plaquer le père. Le bloquer, il lui bloque le bras, ils réussissent à le désarmer avec la secrétaire de mairie, et puis il y a des gens qui ont été blessés, qui ont voulu aussi intervenir. Alors fort heureusement, le futur marié a été évacué en ambulance, mais ses jours ne sont pas en danger. Et je précise également que dans l'ambulance, il a demandé au maire de le marier quand même dans l'ambulance. C'est vrai. Mais il faut savoir, il a raison, c'est une histoire de fou. Le maire, j'ai eu au téléphone et il devait venir, là, il est sur la route, pauvre Jean-Louis. Il est passé par Paris. Je vous dis, le truc, il voulait se marier, tellement se marier avec cette jeune fille, qu'il a dit si je meurs, mariez-moi avant dans l'ambulance. Et le maire lui a dit je ne peux pas, je peux que te marier à la mairie, je ne peux pas. Il faut l'écharpe. S'il te plaît, tu ne peux pas me ramener. Même si même blessé, je fais le mariage et après. Il le voulait plus que tout. Exactement, il voulait absolument se marier avec cette jeune fille. Il a 63 ans d'ailleurs. Et là, cette jeune fille donc a 25 ans. Je vous le dis, ils s'aimaient vraiment. Il paraît qu'ils s'aiment vraiment, qu'ils sont fous l'un de l'autre, qu'il y a vraiment un amour incroyable entre les deux. Et que, elle est très très amoureuse de lui et lui est très amoureux d'elle. Et c'est un truc de fou, hein, Gilles. Oui, le maire a tout vérifié. C'est une vraie histoire de sentiment, a priori. Et le maire a été héroïque. Heureusement, Michel le disait. A été héroïque, oui. C'est un ancien rugbyman d'Agen. De très haut niveau, parce que je crois qu'il compte il était en équipe de France. Une sélection, exactement, une sélection en équipe de France. Et il l'a littéralement plaqué au sol en réagissant hyper vite, quoi. C'est-à-dire que sinon, le père se serait acharné tellement sa haine était terrible. Puisqu'il il lui a mis 7 coups quand même. Donc c'est déjà un peu de l'acharnement. Oui, mais il avait dit je vais foutre le bordel. C'était ses termes, et sans doute plus. Alors, le couple s'aime, mais les parents ne s'aiment pas. Je savais que ce mariage serait compliqué, car le père ne supportait pas que sa fille de 25 ans épouse un homme qui a 40 ans de plus qu'elle, même s'ils vivaient ensemble dans ma commune. Dans la semaine, le père m'avait averti qu'il viendrait semer la perturbation, et je m'étais psychologiquement préparé à intervenir. C'est un truc de fou. Il lui a sauvé la vie. Il lui a sauvé la vie. Et Jean-Louis Dupont qui doit venir, qui a raté son train. Regardez ce qu'a dit Jean-Louis. Regardez, il sera avec nous peut-être demain, alors on le mettra demain. Il viendra maintenant raconter. Regardez. Bravo. Jean-Louis. Ah oui. Il m'avait appelé dans la semaine. Voilà, merci. Malheureux parce qu'il ne voulait pas que sa fille se marie avec lui. Le marié qui allait se marier, lui par contre, il a pris plein de coups de couteau, il a perforé le poumon, et puis là je suis arrivé, je l'ai plaqué, je l'ai soulevé, et puis j'ai fait un plaquatage, on disait à l'époque cathédrale. Quand il est tombé sur le goudron par terre, j'ai pu lui prendre les armes et de le bloquer avec mon genou au niveau du menton. Et puis j'ai attendu que les gendarmes arrivent. Jean-Louis était au téléphone avec nous, Jean-Louis, parce qu'il est sur le chemin. Jean-Louis, c'est Cyril. Bonsoir, Jean. Bonsoir, Jean-Louis. Bonsoir, Cyril. Je suis fier de t'entendre parler et de te voir sur les émissions depuis longtemps. T'as un amour, Jean-Louis.
je suis très heureux d'être venu avec vous. Ça me change les idées même de venir à Paris, là où j'ai joué aussi au Racing à l'époque, c'était dans les années 80. Et tu viens nous voir demain sur le plateau, Jean-Louis, d'accord? Demain? Bah oui, tu dois repartir demain là? Ah non, je peux rester demain matin ou... Alors moi, le matin, je fais pas trop d'émissions, mais... en fin de journée, tu peux venir dans l'émission de demain, parce que tu devais venir, et là, je sais que il y a eu un problème de train, donc voilà, Jean-Louis. Est-ce que ça va, en tout cas, Jean-Louis? Est-ce que est-ce que tout le monde est hors de danger? Sécurité. Non, ça va, moi je suis... pas de problème. Hein. Non mais toi oui, mais... le marié. Ah, le marié, tout se passe bien, il y a de bonnes nouvelles, il est rentré chez lui. Super. Ah d'accord, il est rentré chez lui, magnifique. Il a retrouvé sa femme ou pas, sa future femme? Oui, mais sa future femme est toujours avec lui, et il n'y a pas de problème. D'accord. Ça se passe bien, et le père, il est où là? Il a été interpellé? Le père, je pense qu'il va faire avec les coups de couteau qu'il a filés, je pense qu'il va... Je crois qu'il va partir, on est d'accord. Il est en prison, je pense. Bien sûr, oui, je pense aussi. Oui. Merci Jean-Louis, tu viens nous voir demain parce qu'on veut vraiment te saluer demain, on veut te voir parce que tu es un héros et on t'aime Jean-Louis. Merci Jean-Louis, qui est un énorme sportif. Merci à tous. Tout de suite, Magellan. Bonjour.